Et ben ça y est, il est temps de reprendre les bonnes vieilles habitudes. Et salut par ici, j'espère que tout va bien pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo que je fais tous les ans. Une vidéo qui, j'espère, n'est pas trop redondante parce qu'il y a plein d'autres créateurs et créatrices qui l'ont faite. Il faut dire que comme d'habitude, j'arrive 15 ans après la bataille. Puisque aujourd'hui, je vais vous parler de mes plus gros coups de cœur de l'année 2022. 2022, tout comme 2021 et 2020 et les autres années avant, ça a été une année où j'ai lu plein de choses, où j'ai encore fait plein de belles découvertes littéraires et où j'ai lu quelques petites pépites qui m'ont tout particulièrement touché. Et comme tous les ans, à la fin de l'année, j'ai fait un petit bilan de toutes mes lectures. J'ai fait un grand classement où j'ai rangé mes lectures par catégorie. Donc genre, la première c'était mes coups de cœur, ensuite mes excellentes lectures, très bonnes lectures, bonnes lectures, moins bonnes lectures et les flops. Et aujourd'hui, je vais donc vous parler de ces gros coups de cœur. J'ai eu 8 coups de cœur en 2022. Je les ai classés de la 8ème place à la première place parce que oui, j'avais envie de faire un petit classement. Bon, si ça se trouve, demain, le classement sera un peu différent, mais voilà, c'est mon classement sur le moment, des choses qui m'ont le plus plu, le plus touché, le plus parlé. Si vous me suivez assez assidûment sur YouTube, ce sera certainement des livres que je vous aurais déjà présentés, donc désolé d'avance si c'est un petit peu redondant. Par contre, si vous me découvrez avec cette vidéo, ce qui entre nous n'est pas impossible, eh bien je pense que ce sera un bon moyen de vous faire découvrir un petit peu mes goûts littéraires, ce que j'aime lire, ce qui me touche, et puis voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira et on va commencer tout de suite avec le livre qui est à la 8ème place de mes plus gros coups de cœur de 2022. On commence donc avec une bande dessinée qui s'intitule Voleuse, c'est de Lucie Brion, c'est édité chez Sarbacane. Et cette lecture a été tout simplement magique. Je me souviens encore l'avoir lu un dimanche d'une très belle journée calme, ensoleillée, un peu chaude, et j'ai lu ça assis sur mon lit et j'ai passé un moment exceptionnel, un moment de rire, d'évasion et d'émotion comme je les aime. Dans Voleuse, on va suivre le personnage de Ella, que vous voyez ici sur la couverture, qui est une étudiante qui galère un petit peu avec les cours parce que c'est pas trop sa tasse de thé. Et Ella va se réveiller un lendemain de soirée dans son lit. Et dans son lit et dans son sac, il va y avoir plein d'objets qui ne lui appartiennent absolument pas. Que s'est-il passé cette nuit? Est-ce que Ella a fait une énorme crise de kleptomanie pour se retrouver avec autant de choses qui ne lui appartiennent pas? Tout ça, elle ne le sait pas, elle ne le sait plus, puisque, ayant certainement un petit peu trop bu, elle ne se souvient plus tellement des événements de la soirée. Sauf que Ella va vite se rendre compte qu'elle a fait une énorme boulette en volant toutes ces choses, et elle va essayer de réparer ses méfaits en s'incrustant à toutes les prochaines soirées pour remettre à leur place tous les objets qu'elle a volés, et tout ça sans se faire gauler. Parallèlement à ça, on va suivre une histoire d'amour naissante entre Ella et une autre jeune fille de sa classe, sur qui elle crush complètement depuis des mois et elle n'ose pas lui parler. Et un concours de circonstances va faire que elle va se retrouver obligée de lui parler. Et voilà, je veux vraiment pas vous en dire plus, mais ça a été un très gros coup de cœur. J'ai adoré cette BD. C'est une BD qui m'a fait énormément rire parce que Lucie Brion, c'est une dessinatrice, une illustratrice que je suis depuis assez longtemps sur les réseaux sociaux et j'ai toujours adoré son dessin, sa patte graphique, vraiment son trait. Il est très expressif, très drôle, je trouve. Elle arrive vraiment très très bien à retranscrire toutes les émotions qu'on peut ressentir dans son trait. Et voilà, moi, c'est un trait qui me fait complètement craquer. J'ai adoré les couleurs qu'elle a utilisées, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré les dialogues. Enfin, vraiment, tout est génial dans cette BD. Ça a été un énorme coup de cœur. C'est une BD que je ne me lasse pas de feuilleter parce qu'elle est vraiment magnifique. Et d'ailleurs, Voleuse a été nommée dans une catégorie, je ne sais plus laquelle, pour le festival d'Angoulême. Donc j'espère vraiment que Lucie Brion gagnera un prix parce que très sincèrement, elle le mérite amplement. Et si vous n'avez pas encore lu Voleuse, vraiment, je me demande ce qui vous retient de vous lancer. À la 7ème place, dans ce classement de mes grands coups de cœur de 2022, on retrouve un livre qui a fait énormément parler de lui depuis très longtemps, puisque c'est un livre qui était très recherché, car plus édité, et qui a finalement été réédité en 2022 de la part d'un éditeur que j'aime vraiment beaucoup. Il s'agit de La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielewski, qui est donc sorti aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. La Maison des Feuilles, c'est vraiment
un mastodonte, je pense, de la littérature scientifique, horrifique, de science-fiction, de fantastique, dont on ne sait pas trop quoi. C'est un livre qui m'a vraiment transporté, je me suis plongé dedans corps et âme, et j'ai adoré me perdre dans ce triple récit entremêlé, puisque dans La Maison des Feuilles, on va suivre 3 récits simultanément, ou presque. On va suivre d'une part le récit d'une famille qui s'installe dans une maison, dans une petite ville américaine, et un jour cette famille va voir apparaître du jour au lendemain une porte qui mène à un couloir noir, très sombre, où on n'y voit rien, et ce couloir semble infini, et il semble donner sur des pièces, qui donnent sur d'autres pièces, qui donnent sur d'autres pièces, comme un labyrinthe infini, sauf que problème, ce couloir ne devrait pas exister, puisque c'est comme si la maison était plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. En parallèle à ça, on va avoir un chercheur qui s'appelle Zampano et qui lui va créer un compte-rendu très scientifique, horrible à lire et vraiment indigeste, où il va parler du cas de la maison des Navidson. Donc il va étudier en fait tout ce qui s'est passé dans cette famille, puisque cette famille a documenté son aventure dans ces couloirs, et il va venir étudier tout ce mystère qui apparemment a fait la une des journaux aux États-Unis. Et en parallèle à tout ça, on va suivre Johnny Errand, qui est un jeune américain qui un jour, en squattant un appartement, va trouver dans un coffre un manuscrit dans un piteux état, et ce manuscrit n'est autre que le manuscrit de Zampano, qui parle donc de la famille Navidson. Johnny va se plonger dans cette lecture qui va beaucoup l'impacter, et on va suivre un petit peu les errances et la vie de Johnny, un peu comme dans des notes de bas de page, nichées dans les coins de l'enquête de Zampano. C'est un récit très compliqué à lire, c'est très compliqué d'en parler, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai adoré m'y plonger, j'ai adoré me perdre, et j'ai aussi adoré avoir peur, puisque ce livre fait partie des rares livres qui ont réussi à vraiment me terrifier, je pense. J'ai eu extrêmement peur lors de sa lecture. Le soir, quand je le lisais tout seul dans mon lit dans le noir, je n'en menais pas large. Et c'est pour ça, je pense que c'est une lecture qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup impacté. Et en plus de ça, j'ai trouvé que ce n'était pas qu'un simple livre d'horreur, puisque le livre nous emmène beaucoup plus loin que ce que l'on peut penser lorsqu'on le démarre. Et j'ai beaucoup aimé la fin, qui s'est terminée vraiment sur une note d'apaisement, et qui fait que j'ai eu la sensation d'être passé par plein d'émotions très différentes pendant toute ma lecture, et donc j'en garde un souvenir très fort. Je suis très content de l'avoir lu, et au-delà de l'aspect récit horrifique, je suis aussi assez fier de moi, puisque c'était un défi que je m'étais lancé, de réussir à lire La Maison des Feuilles en 2022, et je me dis que j'ai mené cette mission à bien, alors que vraiment c'est un gros pavé, et que j'étais vraiment pas sûr de réussir à le lire, et c'est vraiment une grande fierté personnelle. Donc, s'il vous intéresse, lancez-vous. Mais soyez prévenus, ce n'est pas un voyage de tout repos. Et on continue avec mon 6e chouchou de 2022. Là, on oublie totalement les récits d'horreur et les trucs angoissants pour se plonger dans un livre qui fait vraiment beaucoup de bien. C'est un livre qui m'a fait énormément de bien, que ce soit d'un point de vue émotionnel, que culturel. Enfin voilà, c'est un livre qui fait juste beaucoup de bien. Il s'agit de The Black Flamingo, c'est écrit par Dean Atta. Ici j'ai la version anglaise qui est sortie chez Odeur, mais il est sorti en version française aux éditions Slalom. Dans The Black Flamingo, on va suivre l'histoire de Michael. Michael qui est un jeune anglais. Le récit commence lors de sa naissance, et on va le suivre de sa plus tendre enfance jusqu'à ce qu'il devienne jeune adulte. On va suivre voilà, son parcours scolaire, la maternelle, la primaire, le collège, le lycée, les études supérieures. Et avec cette scolarité, eh bien, tout son lot de sociabilisation, de rencontres, de problèmes avec les amis, la famille, les parents. Et surtout, on va suivre sa construction en tant qu'individu, puisque Michael est métis, son père est noir et sa mère est blanche. Sa mère vient de Grèce, il me semble. Et Michael est métis, Michael est gay, et Michael essaye de s'assumer et de se construire en tant qu'individu dans une société qui est pas toujours facile. Et j'ai adoré ce livre aussi bien pour le fond que pour la forme, puisque lorsqu'on le feuillette, on se rend compte que The Black Flamingo ressemble à un genre de collage fait à partir de conversations par message, d'extraits de journal intime, de poésie, d'illustrations, de dessins, de poèmes. Enfin,
c'est un grand bric-à-brac de plein de choses qu'a écrit le personnage de Michael, qui est un personnage fictif, mais je pense qu'il est grandement inspiré de la vie de Dean Atta. C'est hyper beau, c'est hyper touchant, c'est plein de belles réflexions, c'est un livre qui m'a énormément touché et que j'ai énormément annoté, chose qui arrive rarement, mais j'ai mis vraiment beaucoup de post-it parce qu'il y a tellement de choses que j'ai trouvées belles, il y a plein de choses que j'ai adorées dans ce livre. C'est d'ailleurs un livre que je vous conseille vraiment si vous avez envie de vous lancer dans la lecture en anglais, puisque c'est très facile à lire, vraiment ça passe tout seul. En tant que mec gay, évidemment je me suis retrouvé dans plein de choses et dans plein de questionnements qu'a pu se poser Michael, et en plus de ça, j'ai pu avoir un regard neuf sur plein de questions auxquelles personnellement je ne suis pas confronté, puisque Michael parle aussi du fait d'être métis et donc d'avoir du mal à trouver sa place aussi bien dans la communauté blanche que noire. Vraiment, il est dans un entre-deux où il sait pas toujours où se placer et comment se placer. Et voilà, c'est très bien écrit, c'est très poétique, c'est un très beau voyage, je vous le recommande à 3000%. J'ai encore eu la bonne idée de vous filmer une vidéo en fin de journée, le soir est en train de tomber, mais j'ai l'impression que la luminosité ne souffre pas trop. On va continuer. Et on continue donc avec le 5e livre de mon top 8. Ici, on est toujours dans du feel good, mais dans du feel good qui m'a quand même fait verser quelques petites larmes et qui m'a donné à réfléchir, puisque en fin d'année, j'ai lu la nouvelle parution de Becky Chambers aux éditions La Talente, qui s'intitule donc Un psaume pour les recyclés sauvages. A noter que le second tome, Une prière pour les cimes timides, qu'on voit ici, devrait sortir dans pas trop longtemps, il me semble. Et dans Un psaume pour les recyclés sauvages, on retrouve la plume aussi belle de Becky Chambers. Vraiment, c'est une autrice que j'aime beaucoup, que j'ai découverte grâce à L'espace d'un an, qui est donc le premier tome de la saga des voyageurs, et que j'avais redécouverte dans Apprendre si par bonheur, qui est une courte novella, un petit peu comme un psaume pour les recyclés sauvages. Sauf que ici, Becky Chambers met un petit peu de côté, le côté très spatial et science-fiction qu'on peut trouver dans ses autres romans, pour quelque chose de plus tranche de vie qui se passe dans un futur très lointain. On n'est même pas sûr que ça se passe sur notre planète, mais on y retrouve l'humanité. L'humanité qui a grandi, qui a amélioré sa condition, puisque on est dans un futur presque utopique, où tout le monde se sent bien, où tout le monde, a priori, a trouvé sa place, où on a enfin réussi à respecter notre environnement, à essayer de pas trop l'impacter, tout en vivant bien et en se sentant bien au quotidien, du moins en faisant le nécessaire pour. Et dans ce livre, on retrouve le personnage de Dex, Dex qui est un moine de thé, c'est-à-dire qu'il prépare du thé en écoutant les gens parler de leurs problèmes pour les aider à aller mieux. Sauf que Dex n'est pas sûr d'être à sa place dans cette société, n'est pas sûr d'apprécier son métier, d'apprécier sa profession, même si elle fait ça très bien au quotidien. Mais Dex n'est pas sûr en fait qu'il a besoin de faire ça pour se sentir heureux, et donc Dex décide de partir pour essayer de trouver sa place dans la société, dans le monde, et de savoir ce dont elle a vraiment besoin. Et sur sa route, Dex va croiser le chemin d'un robot, puisque dans ce futur, les robots et les humains vivent en autarcie totale et n'ont plus de contact depuis des milliers d'années. Sauf que voilà, on va assister à la rencontre entre un humain et un robot pour la première fois depuis plusieurs milliers d'années. Et notre ami robot, s'il est venu à la rencontre des Dex, c'est parce qu'il a une question, et ensemble ils vont essayer d'y répondre. Et cette question, c'est: de quoi les gens ont-ils besoin? On nous dit sur la 4e de couverture: dans un monde où les gens ne manquent de rien, à quoi sert-il d'avoir toujours plus? C'est un livre qui m'a énormément touché, puisque je l'ai lu à une période où je vivais très certainement les mêmes interrogations et les mêmes doutes que le personnage de Dex. Donc je me suis énormément retrouvé en fait dans ces interrogations, dans ces questionnements, et c'est un livre qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a beaucoup apaisé et qui m'a aidé un peu à aller de l'avant, et je pense que c'est pour ça qu'il est aussi haut dans le classement. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que vraiment je crève d'impatience de lire le second tome. Je peux pas vous en parler plus que ça, puisque c'est un livre qui est quand même assez court, il fait 133 pages, donc le moins je vous en dis, le plus vous en découvrirez par vous-même. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que si cette petite présentation vous a parlé, foncez.
et vraiment je doute que vous soyez déçus. Et on s'approche tout doucement du top 3 puisque je vous présente le 4e livre de mon classement et il s'agit d'un livre que j'ai lu lui aussi en version originale. Ce livre, ça a été le livre qu'on a lu pour la lecture commune du mois d'octobre sur le Book Club et il s'agit de The Secret History de Donna Tartt. Ici, j'ai l'édition anniversaire pour les 30 ans, je crois, du livre, puisque oui, c'est un livre qui date un petit peu. The Secret History, qui a été traduit en français par Le Maître des Illusions, c'est un livre précurseur du style Dark Academia. Si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur ce genre littéraire, j'ai fait une petite vidéo dédiée là-dessus. Elle se retrouve dans un coin de la vidéo. Et Le Maître des Illusions, c'est un livre que je voulais lire depuis très longtemps déjà, sans jamais avoir franchi le pas auparavant. Ça fait très longtemps que j'en entends parler. On en parle beaucoup pour son esthétique, pour son ambiance, son atmosphère, ses personnages. Et je voulais à tout prix découvrir tout ça. Sauf qu'on m'a toujours dit que la traduction française était assez bancale. Et vu que cette année, je me suis enfin lancé dans la lecture en anglais, je me suis dit, allez, on y va, on se lance et on commence Le Maître des Illusions. Et bien après cette lecture, je peux honnêtement vous dire que je veux lire à tout prix tous les livres qu'a écrit Donna Tartt, puisque ça a été vraiment un très grand coup de cœur. Dans Le Maître des Illusions, on va suivre le personnage de Richard. Richard qui arrive dans une université de la côte est américaine, et lui, il vient de la côte ouest. Et au tout début du récit, vraiment, c'est le premier chapitre, c'est les premières lignes, on comprend que Richard va se faire des amis dans cette université, et qu'ensemble, ils vont assassiner l'un des leurs, cacher son corps, mais que ce corps va être découvert et qu'ils vont se retrouver un peu dans la mouise. Alors qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que Richard et ses amis décident de tuer l'un des leurs et de cacher le corps? Eh bien c'est ce qu'on va découvrir pendant la première partie de ce roman, puisque ce livre est écrit en 2 parties. Lors de la première partie, on va suivre l'arrivée de Richard dans cette université, où il va rencontrer un groupe d'étudiants assez mystérieux qui étudient le grec ancien. Des étudiants qui ont l'air vraiment pareil, en autarcie par rapport au reste de l'université. C'est un peu les Cullen de Twilight. Vous voyez un peu le délire. Sauf que Richard va bien sûr réussir à rejoindre leur bande. Ensemble, ils vont tuer l'un des leurs, comme je vous le disais. Le meurtre a lieu à la moitié du livre, et lors de la seconde moitié du livre, eh bien, on suit l'après. Quand on a tué un de ses camarades, comment on fait pour dormir la nuit? Et comment on fait pour pas se faire gauler et pas se faire accuser? Et ça, pareil, je ne peux pas vous en parler plus que ça, mais sachez que c'est un livre que j'ai adoré. Et sachez que je ne vous ai absolument rien spoilé, vraiment, soyez-en sûrs. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré les détester, et en même temps être empathique pour eux. Je trouve que Donna Tartt a un véritable talent pour écrire ses personnages, écrire leurs états d'âme, et elle a aussi un grand talent pour nous faire sauter au plafond, puisque il y a des révélations de dingue dans ce livre. Il y a des moments où je me disais mais qu'est-ce que je suis en train de lire, c'est pas possible. Et voilà, j'ai juste adoré. D'ailleurs, si vous êtes un petit peu curieux, sur YouTube, on trouve énormément de personnes qui se filment en train de lire la fin et qui réagissent. Bon, je pense que c'est un peu surjoué parfois, mais je vous avoue que moi aussi, quand j'ai lu la fin, j'ai été un petit peu gasp, genre c'était waouh, il s'est vraiment passé des trucs fous. Et c'est pour ça que qu'il se retrouve 4e dans mon classement, que je l'ai adoré et que je vous le recommande très 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 chaudement. On va essayer d'accélérer là parce que j'ai l'impression que je parle beaucoup. Il reste 3 livres, et en plus c'est pour mes 3 préférés, donc je vais avoir envie de parler beaucoup. On va essayer de faire vite. À la 3e place du podium de mes meilleures lectures de 2022, on retrouve l'une de mes dernières lectures de l'année, puisque ça a été la lecture commune du mois de novembre ou décembre, je ne sais même plus, mais ça a été une lecture commune. Et il s'agit de Notre part de nuit, de Mariana Enriquez. C'est paru aux éditions du Sous-sol. Et vraiment, je sais que ce livre n'a pas fait l'unanimité, mais pour moi, c'est une grande réussite. Dans Notre part de nuit, on va suivre principalement 2 personnages qui sont les personnages de Juan et de Gaspard. Juan est le papa de Gaspard. Sa femme est malheureusement décédée et Juan fait partie, malgré lui,
d'une secte qui s'appelle l'Ordre, et qui est une secte qui essaye de convoquer un dieu ancien, très sombre et très cruel, qui s'appelle l'Obscurité, et s'ils veulent convoquer ce dieu, c'est pour percer les secrets de la vie éternelle, et il cherche donc à devenir immortel. Juan est un médium, et il a la faculté de pouvoir entrer en communication avec le monde des morts, et plus particulièrement, il a la faculté de convoquer l'obscurité. Donc autant vous dire que l'ordre compte sur lui pour mener à bien leur méfait, puisque pour convoquer l'obscurité, il faut faire pas mal de trucs pas jolis. Sauf que problème, invoquer l'obscurité prend beaucoup d'énergie vitale, et bien souvent les médiums qui ont cette faculté ne vivent pas bien longtemps. Et donc l'ordre veut faire main basse sur le fils de Juan, qui a l'air de partager les mêmes facultés que son père. Et vous vous imaginez bien que Juan va tout faire pour fuir cet ordre, pour fuir cette secte, et pour mettre son fils en sécurité. Au-delà de l'aspect sectaire et de cette intrigue de base dont je vous parle, Notre part de nuit, c'est avant tout, je trouve, un récit qui traverse toute une grande période de l'histoire de l'Argentine, puisque le récit commence dans les années 60 en Argentine, et il se terminera vers la fin des années 2000. On suit donc 4, presque 5 décennies qui s'écoulent dans ce pays. On va voir tous les changements sociaux et culturels qui s'y appliquent, et on va suivre plusieurs de nos personnages sur plusieurs époques. On va rencontrer Gaspard au début du livre, où il ne sera que tout petit bambin, et à la fin du roman, Gaspard sera un petit peu plus vieux. Et voilà, c'est un livre qui m'a énormément touché. J'ai adoré suivre tous les personnages, j'ai adoré cette histoire, j'ai adoré l'écriture de Mariana Enriquez, j'ai adoré découvrir un pays que je ne connaissais absolument pas, qui est donc l'Argentine, et j'ai adoré être horrifié par tout ce que Mariana Enriquez nous raconte, puisque, attention, gros trigger warning, pensez à tous les trigger warnings possibles et imaginables qu'on peut avoir en tête, et ben ils sont tous dedans. Vraiment, c'est un livre qui n'est pas simple à lire si vous êtes fragile, si vous êtes sensible. C'est une lecture qui sera peut-être compliquée. Néanmoins, je trouve que c'est extrêmement bien écrit. Moi, ça m'a fait voyager, ça m'a serré le cœur, ça m'a impacté. Et quand j'étais dans ce livre, j'avais du mal à penser à autre chose qu'à ça. Et ça a été une lecture extraordinaire. Et maintenant, j'ai très très hâte de lire les autres recueils de Mariana Enriquez, à savoir qu'elle en a sorti 2 autres en France, qui sont Ce que nous avons perdu dans le feu et Les dangers de fumer au lit. Ces 2 livres sont des recueils de nouvelles. Elle va sortir un 3e recueil de nouvelles dans pas très longtemps. Et elle a récemment annoncé qu'elle travaillait sur un autre roman. Et à savoir que la plupart de ces nouvelles se passent dans le même univers que ce roman. On a un genre d'univers un peu étendu comme ça, où on va retrouver certains personnages et les croiser dans d'autres nouvelles. Et voilà, ça a été un voyage fantastique, vraiment génial, que je vous recommande très chaudement. Et d'ailleurs, si comme moi vous rechignez un petit peu à lire de la littérature blanche contemporaine, et que vous êtes surtout branché SFFF, eh bien sachez que ce livre, même s'il est rangé en littérature blanche dans la plupart des librairies, c'est un livre fantastique, puisqu'on y parle de magie à chaque page. Les personnages lancent des sorts, invoquent des dieux anciens, il y a des rituels, enfin voilà. Si vous avez besoin de magie pour apprécier un livre et être transporté, sachez que ce livre en est rempli, mais c'est un livre pour adultes, qui va pas être tendre avec vous, qui va certainement vous choquer et vous faire mal dormir, mais je trouve que ça en vaut vraiment la peine, puisque c'est un chef-d'œuvre. À la 2e place, en top 2 de mes lectures de 2022, on retrouve un livre sans grande surprise que j'ai adoré, vu qu'il est top 2. Il s'agit de Piranèse, de Susanna Clarke, édité chez Robert Laffont, que j'ai lu en tout début d'année. Il me semble que je l'ai lu genre en février 2022. Je l'avais lu en lecture commune avec Paper Palace. Et tous les deux, on l'a adoré. D'ailleurs, je sais que je vais très mal en parler parce que Pepper en a très bien parlé dans son compte-rendu 2022 que je vous mets pareil dans un coin de la vidéo si vous avez envie d'aller regarder tout ça. Dans Piranèse, on va suivre le personnage de Piranèse qui vit dans un manoir infini, qui est vraiment un petit peu comme dans La Maison des Feuilles,
Chaque pièce donne sur une autre pièce, et sur un autre couloir, et sur une autre pièce, et au final, on n'en voit pas le bout. Sauf que là, pas de créatures sombres dans les coins, pas d'obscurité qui fait peur. C'est un manoir très lumineux, rempli de statues de marbre antique, et certaines pièces sont inondées, puisque au sein même de ce palais se trouve un océan avec ses marées. Donc parfois il y a des pièces qui se retrouvent inondées quand c'est marée haute et qui se retrouvent praticables quand c'est marée basse. Mais voilà, il n'y a pas d'extérieur, on ne peut pas sortir de ce palais, et Piranèse en est prisonnier. Volontairement, contre son gré, on ne sait pas, et il n'a pas l'air de le savoir lui-même, puisqu'on a l'impression qu'il n'a jamais connu autre chose. Sauf que quand je vous disais que Piranèse vivait seul dans ce palais, je vous ai un petit peu menti, puisque Piranèse est en contact avec une autre personne, qui s'appelle l'autre. L'autre est un homme habillé en costume qui vient rendre visite à Piranèse tous les mardis, je crois, et ensemble ils font une petite réunion où Piranèse lui décrit bien les pièces qu'il a pu visiter et il lui parle de ses expéditions au sein du palais. Et je ne peux rien vous dire d'autre. Je ne peux rien vous dire d'autre, mis à part que un jour, une troisième personne va faire irruption dans ce palais, et que cette irruption va bouleverser tout ce que Piranèse pensait savoir de lui-même, de sa vie, du palais et du lieu où il vit. Et voilà, je ne peux vraiment pas vous en dire plus, mais sachez que c'est un récit très court. Le livre fait 300 pages, sauf que elle s'avale à une vitesse incroyable. Je l'ai lu en 2 fois, je pense que ouais, j'ai dû m'arrêter en plein milieu et le reprendre le lendemain pour le terminer d'une traite. Ça a été une plongée dans le palais absolument folle. Ça m'a retourné l'esprit et surtout, ça m'a tellement touché. Et Piranèse, c'est un personnage que je garde avec moi, je pense, dans mon cœur depuis que j'ai lu ce livre. J'y repense encore très souvent. C'est un livre marquant que j'ai fait lire à plein de personnes d'ailleurs depuis, je l'ai beaucoup prêté. Et à chaque fois, on m'a toujours fait des excellents retours. C'est une petite pépite, vraiment, c'est une petite pépite qui est ouverte d'ailleurs à l'interprétation. Donc sachez que quand vous finirez le livre, vous avez une vraie fin et ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas frustré. Néanmoins, cette fin laisse pensif et voilà, m'a donné matière à réfléchir et à interpréter. Et voilà, je suis un peu sans mots, je sais pas quoi vous dire, mis à part que c'est une lecture touchante, troublante, prenante. Vous n'en ressortirez pas indemne et vous allez vous prendre d'affection pour Piranèse. Et quand vous le refermerez, vous serez content de l'avoir lu et vous aurez envie de retourner, je pense, dans le palais, parce qu'au final, on s'y sent bien. Et on va terminer donc avec mon top 1, ma meilleure lecture de 2022, même si je vous avoue que ça a été très compliqué de départager Piranèse de cet autre livre. Les deux étaient vraiment sur le podium. Et je sais pas pourquoi l'un est premier, l'autre est deuxième, j'aurais pu les mettre premier ex aequo. Et d'ailleurs c'est assez drôle puisque je trouve que ces deux livres se ressemblent sur de nombreux points. Et je vais vous parler de La mer sans étoiles de Erin Morgenstern, qui a été publié aux éditions Sonatine et qui rejoint, je pense, ce podium de mes livres préférés de tous les temps, avec Vita Nostra, avec les livres de la Terre fracturée. C'est vraiment un livre que je vais porter avec moi encore très longtemps. Dans La mer sans étoiles, on va suivre le personnage de Zachary. Zachary qui est étudiant et qui un jour va trouver dans la bibliothèque de son université un livre ancien, un recueil de nouvelles. Sauf que parmi ces nouvelles, il y en a une qui est assez singulière puisqu'elle dépeint une scène qu'il a vécue quand il était enfant. Et c'est absolument impossible qu'une autre personne que lui-même ait pu vivre la même chose. Et il se trouve que cette scène est décrite avec précision dans ce livre qu'il trouve dans son université. Et il s'avère que ce livre a été écrit bien avant sa propre naissance. Alors vous allez me dire comment est-ce que tout cela est possible? Eh bien c'est tout l'enjeu de ce livre. Vraiment j'ai pas envie de vous en dire plus, mais on va juste suivre le personnage de Zachary qui va commencer à mener l'enquête sur ce livre, sur d'où ce livre vient, pourquoi est-ce qu'il existe, et ça va l'amener à voyager. Lors de son périple, Zachary va se retrouver confronté à de nombreuses choses, à des choses qui ne lui veulent pas forcément du bien. Il va se retrouver confronté à de nombreux ennemis qui veulent l'arrêter. Et il va aussi peut-être rencontrer l'amour, mais ça je peux pas trop vous en parler. Et vraiment ce livre,
Ce livre, c'est une ode à la lecture et à l'imagination. C'est un livre qui parlera, je pense, à tous les amoureux des livres, à toutes les personnes qui aiment s'évader et découvrir de nouvelles histoires, puisque le récit en lui-même est ponctué de plein d'autres nouvelles, de plein d'autres histoires, qui dans un premier temps n'ont pas l'air d'avoir grand-chose à voir avec notre récit, et au final, petit à petit, en tant que lecteur, on va... on va relier des tracés, on va relier des points, on va poser des fils qui vont relier des punaises, les pièces du puzzle vont s'assembler et former un grand tableau qu'on sera ravi d'admirer lorsque l'on terminera la dernière page de ce récit. Sauf que, je vous préviens, tourner la dernière page de ce livre, c'est difficile. C'est un livre que j'ai eu beaucoup de mal à quitter. Et quand je l'ai reposé, j'avais juste une envie, c'était de le relire tout de suite, de le reprendre depuis le début. Et c'est un livre que j'ai très hâte de relire. J'y pense très souvent et j'ai pas encore succombé parce que j'ai plein de choses à lire dans ma bibliothèque. Mais clairement, tout comme Vita Nostra, c'est un livre que je relirai dans pas très longtemps parce qu'il m'a tellement plu, il m'a tellement fait du bien, il m'a tellement fait voyager. Ouais, vraiment, c'est un livre qui se relit, c'est un livre qui se savoure, c'est un livre qui m'a fait tomber amoureux de tous ces personnages et de tout cet univers. Et je salue vraiment Erin Morgenstern d'avoir écrit un récit aussi beau et aussi bien construit. Et voilà. J'ai pas d'autre chose à vous dire dessus, mis à part que si c'est mon top 1 de l'année, c'est pas pour rien, je vous invite vraiment à le lire. Et bon, ça c'est ma petite fantaisie à moi. Le livre est sorti chez Pocket, donc à un prix assez bas et très abordable. Donc si vous pouvez le prendre en poche et le lire, allez-y. Mais vraiment, si vous avez un petit peu de sous et que vous avez envie d'acheter un joli livre, si vous avez l'occasion de vous offrir cette édition de chez Sonatine, allez-y, parce que je trouve que la mise en page est juste magnifique. Genre, c'est un plaisir et un confort de lecture, je pense, qui ne sera pas similaire dans la version poche. Et on va dire qu'il y a quelques petits codes graphiques dans cette version grand format qui m'ont fait apprécier ma lecture encore plus, je pense, que si je l'avais découvert dans son format poche. Bon et bien voilà les petits copains, c'est fini pour mon top de 2022. Ça a été vraiment une année riche en excellentes lectures. Avant de tourner cette vidéo, je me suis rendu compte que les 2 dernières vidéos de ma chaîne, c'était déjà des bilans. Je vous avais fait le bilan du Pumpkin Autumn Challenge, le bilan de mon année littéraire, et là je vous fais un peu genre le bilan de mes meilleures lectures. On a un peu marre là des bilans. Donc maintenant que cette parenthèse 2022 se clôt, on va pouvoir ouvrir une nouvelle parenthèse, la parenthèse 2023. Et donc j'espère vous retrouver très bientôt pour vous parler de plein de nouvelles lectures parce que, parce que depuis la fin 2022 et depuis le début du mois de janvier, j'ai déjà fait pas mal de très bonnes lectures, donc j'ai envie de vous en parler. Et en parallèle à ça, j'ai aussi fait quelques nouvelles acquisitions et ça fait un peu longtemps que je vous ai pas fait de book haul, donc tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas si ce sera un book haul ou un update lecture, mais dans tous les cas, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Donc là-dessus, eh bien moi je vais vous laisser pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels ont été vos plus gros coups de cœur de 2022. Si vous avez un petit top 3 à me donner dans les commentaires, eh bien n'hésitez pas, ça m'inspirera peut-être pour de prochaines lectures. En attendant, prenez bien soin de vous, faites de belles lectures, et on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.